j'appuie sur... Il y a tout juste 100 ans dans cette grande chambre de la Cour de cassation, le 15 juin... Alors, c'est pas dans la grande chambre, je viens de l'apprendre. Le 15 juin 1918, le syndicaliste Jules Durand, condamné à mort, était enfin innocenté. Pour autant, le syndicaliste havrais n'a jamais bénéficié, avant aujourd'hui, d'une audience publique visant la restauration de son honneur. Il était temps, et il faut se remémorer dans quel contexte cela se passait. Nous étions en pleine Première Guerre mondiale. Cet arrêt est tombé dans une indifférence quasi générale. Jules Durand lui-même n'était pas présent, contrairement à Dreyfus qui était présent dans cette grande chambre lors de sa réhabilitation. Jules Durand était absent, il avait sombré dans la folie, comme on l'a dit. Il était dans un cabanon d'indigents à Sotteville-lès-Rouen. Son père Gustave, son fidèle soutien, était décédé 5 ans plus tôt, sa mère hospitalisée au Havre. Sa compagne Julien était également absente, elle n'était simplement pas convoquée car il n'était pas marié. Ils avaient une fille qui était née juste après sa condamnation à mort, âgée de 7 ans, qui n'était pas là non plus. Ses camarades syndicalistes n'étaient pas présents, ils étaient pour la plupart mobilisés au front, qui était à 200 km de Paris. Son premier avocat, René Coty, n'était pas présent non plus. Il était lui-même mobilisé comme officier au sein du 129e régiment d'infanterie. Paul Meunier, le député avocat à qui on doit la procédure de révision, est occupé, lui, à défendre les droits des soldats condamnés pour l'exemple. Et Jean Jaurès, son ardent défenseur, a été assassiné la veille de la déclaration de guerre. Autrement dit, silence, oubli, ça a été le sort de Durand pendant tant d'années. Il était temps donc qu'un tel hommage solennel soit rendu. Et si on regarde par le petit bout de la lorgnette, on peut s'apercevoir que côté magistrat, on a également à balayer devant notre porte. Il a fallu 7 ans pour que Durand soit réhabilité par la Cour de cassation. Il a fallu également 7 ans pour que la magistrature fasse un peu son coming out. Je rappelle qu'il y a 7 ans, la majorité des magistrats de l'Assemblée générale du tribunal de grande instance du Havre, nous avions voté pour qu'une des nouvelles salles du tribunal ait le nom de Jules Durand. Et à l'époque, la hiérarchie judiciaire nous avait retoqué en disant « La justice, je cite, a besoin de personnages plus neutres ». Il faut donc mesurer le chemin parcouru et rendre hommage à 2 associations qui ont grandement contribué à ce devoir de mémoire. Je veux parler d'une part des Amis de Jules Durand, dont nous venons d'entendre le président, qui depuis 2012 a œuvré pour exhumer cette affaire, pour la faire connaître, et puis l'Association française pour l'histoire de la justice, qui a su se saisir de cette affaire et jouer son rôle de porteur d'histoire. Je vais vous parler en maintenant 18 minutes de l'affaire Durand sous la forme 14 d'une tragédie. Je ne suis pas le premier, sans avoir les talents de dramaturge d'Armand Salacrou, qui en 61 sous-titrait sa pièce Boulevard Durand, Chronique d'un procès oublié. Je vous propose donc mais j'ai pas donc son talent, mais je vous propose de parler de l'affaire Durand sous la forme d'une tragédie. On n'est pas dans le critère je dirais, de l'unité de lieu, puisque nous avons Le Havre, Rouen et Paris. On n'est pas non plus dans le critère de l'unité de temps, puisqu'il a fallu, on l'a vu, plus de 7 ans. Mais on est dans un critère absolument impressionnant d'unité d'action, puisqu'on est dans l'acharnement judiciaire quasiment de A à Z. Alors, acte 1, Le Havre, de la grève sur le port à l'arrestation et la prison. Ensuite, ça sera l'acte 2 de Rouen, de la condamnation à mort à la folie. Et enfin, l'acte 3, Paris, de la grâce partielle à la réhabilitation tardive. Je me calerai sur la chronologie qu'on a dû vous distribuer en début d'audience. Acte 1, scène 1, c'est la rixe mortelle du quai d'Orléans. Tout commence par un fait divers qui survient au début du siècle, donc dans le port du Havre, paralysé par une grève. Paralysé, c'est un terme patronal, paralysé par la grève des dockers charbonniers qui dure depuis 21 jours. Pour bien appréhender le décor, c'est un peu, moi j'ai l'habitude de dire, c'est Germinal-sur-Mer. Si Zola n'était pas allé 25 ans plus tôt dans le bassin minier, il serait venu au Havre et il aurait décrit le quotidien, les conditions de travail des dockers charbonniers qui n'ont rien à envier aux mineurs qu'il décrit dans Germinal.
Travail physique harassant, souvent sans domicile, payé à la journée, au jeton, constituant une coopération très touchée par la précarité, l'alcoolisme, la violence. Revenons à ce fait divers très vite, c'est la grève du charbon qui est dans l'impasse. Un bras de fer oppose les grévistes au patron du port, très tendu. Depuis le 20 août, la très grande majorité des dockers charbonniers ont voté la grève, réclamant le repos du travail hebdomadaire, l'augmentation de salaire, les douches sur les quais, la fermeture du fourneau économique et défendant l'emploi menacé par la mécanisation portuaire. À leur tête, on trouve un jeune syndicaliste, autodidacte, 30 ans, buveur d'eau, ce qui est rare dans ce métier. Il a remonté le jeune syndicat des ouvriers charbonniers des ports du Havre. Il est adhérent de la Ligue des droits de l'homme, il est adhérent de la Ligue anti-alcoolique et il est à la tête donc de cette grève. Et au piquet de grève des ouvriers, les employeurs inflexibles, eux, répondent par le lock-out et l'embauche de jaunes. À cette lutte de classe, somme toute classique, s'ajoute une vive tension entre les ouvriers charbonniers en grève d'une part et les renards. Les renards, ce sont les jaunes, ce sont les briseurs de grève. Louis Dongé, qui est donc la victime de cette affaire, la première victime de cette triste affaire, est un renard qui s'assume et qui, en sa qualité de contremaître, dirige une équipe de dockers qui travaille pour la Compagnie Générale Transatlantique et sont nourris, ces jaunes sont nourris et logés à bord des bateaux. Le 9 septembre, les poches pleines, Dongé fait le malin, il fait la tournée des bars, il rencontre une équipe de grévistes aussi ivres que lui, une rixe les oppose et elle va mal se terminer. Dongé est blessé. Les trois charbonniers auteurs des coups sont interpellés. Et le lendemain, leur cas s'aggrave très sérieusement. On pensait à une simple rixe, comme il y en avait beaucoup, car la nouvelle de la mort de Dongé tombe et donc l'enquête devient criminelle. Tout porte à croire à l'époque que c'est une nouvelle rixe, une nouvelle bagarre, et que les faits s'analyseront comme ils auraient dû s'analyser, comme des coups mortels, c'est-à-dire des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais le climat politique et social du moment n'est pas du tout propice à la recherche d'une qualification juridique propre et réaliste. En 2 jours, alors que l'enquête en est à son balbutiement, c'est la surenchère, notamment la presse locale et les patrons du Havre vont commencer à distiller le refrain de l'assassinat et le rédacteur en chef fustige le syndicat du crime dans son éditorial du 11 septembre en parlant de barbarie. Autrement dit, au lendemain de cette rixe mortelle, le tableau est très clair, l'enquête démarre à peine, la victime n'est pas encore inhumée, que tous les faiseurs d'opinion parlent d'assassinat, y compris le procureur général du Havre, qui, comme l'indiquait Jean-Pierre, a déjà adressé un télégramme au ministère de la Justice qui est absolument impressionnant. Il dit « Les 3 agresseurs de l'ouvrier non gréviste décédés hier au Havre ont été arrêtés et interrogés. » Donc là, Durand va être également arrêté ce jour-là. Les témoins de l'attentat sont très affirmatifs sur leur culpabilité parfaitement établie. 3 membres du syndicat des charbonniers, Durand secrétaire, Gaston Boyer trésorier et Louis Boyer ont été arrêtés et inculpés de complicité d'assassinat. Il résulte, dit le procureur général, de 10 dépositions très formelles que la mort de l'ouvrier Dongé a été décidée dans plusieurs réunions syndicales présidées par Durand, qui avait dit notamment, ouvrez les guillemets, « Il n'y a qu'une peine, il faut le supprimer », et a fait ensuite mettre aux voix la mort de Dongé et de 2 autres non-grévistes. Toute l'accusation qui va suivre tient dans ce télégramme. Et on remarquera que le procureur général donne des détails sur les fonctions syndicales des frères Boyer et de Durand, comme s'il s'agissait de circonstances aggravantes. Donc Jules Durand et ses 2 camarades, qui n'étaient bien sûr pas sur les lieux des faits, sont arrêtés. Ils contestent, bien entendu. Ils sont inculpés par le juge d'instruction nouvellement nommé. Ils sont inculpés et immédiatement écroués. Une instruction au pas de charge, c'est peu de dire que la justice va faire preuve de célérité dans cette affaire. 2 dates clés. Je vous rappelle que la rixe, c'est le 9 septembre. 10 septembre, c'est l'ouverture de l'information judiciaire.
Et 12 octobre, c'est la fin de l'instruction. Autrement dit, l'instruction a duré un tout petit peu plus d'un mois pour 7 accusés, dont 3 contestent manifestement leur lien avec cette affaire. Si on retranche quelques jours, donc, on a un délai d'instruction de l'ordre d'un mois. C'est ce que les juges aujourd'hui connaissent lorsqu'on traite d'une comparution immédiate et que le prévenu demande un délai pour préparer sa défense. On est quasiment dans le rythme d'une comparution immédiate pour un procès criminel. Et au terme de cette instruction à charge, le juge Vernis néglige les contestations constantes des 3 syndicalistes, ne tient pas compte du rapport à décharge très important pourtant du chef de la police, passe outre les divergences notoires dans les dépositions des témoins, oublie délibérément le revolver brandi par Dongé au moment de la rixe et balaie d'un revers de manche les nombreux témoignages à décharge de la part des charbonniers. Voilà, et comble pour l'ancien juge d'instruction que je suis, on n'est pas capable à la fin de cette instruction de dire à quel moment la fameuse provocation de Durand se serait déroulée. On va dire donc courant août et septembre 1910 dans l'acte d'accusation qui sera retenu contre Durand. Donc très vite, la chambre d'accusation renvoie Durand pour complicité d'assassinat ainsi que les frères Boyer. Et on arrive très vite à la fin de l'acte 1 de cette tragédie judiciaire qui n'a duré que 2 mois et demi. Jules Durand est toujours présumé innocent. Pour autant, il croupit avec ses camarades dans sa cellule de la prison baptisée, ironie de l'histoire, Bonne Nouvelle, puisqu'il a été transféré de la prison du Havre à la prison de Rouen, qui porte ce nom de Bonne Nouvelle. Deuxième acte, Rouen, de la condamnation à mort à la folie. À Rouen s'ouvre le procès, un procès caricatural qui va durer 3 jours et qui se tient donc en présence des journaux parisiens. Et heureusement que les journaux parisiens étaient là, car c'est quasiment les seuls éléments qu'on a pour se rendre compte de ce procès. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au début du siècle, les procès criminels se distinguaient des procès d'assises d'aujourd'hui sur de nombreux aspects. Le premier aspect important, c'est que le jury, à la fin des débats, se retirait seul pour déterminer qui était coupable et qui devait bénéficier éventuellement de circonstances atténuantes, sans magistrat professionnel. Il est également important de savoir qu'à l'époque, les jurys n'étaient pas des jurys démocratiques comme aujourd'hui, mais étaient composés principalement de notables désignés par le préfet. Et puis, une inégalité des armes extraordinaire à l'audience, puisque notamment la défense de Durand et des autres devait financer le déplacement des témoins. Et en face, il y avait la Compagnie Générale Transatlantique qui, elle, avait financé le transport et les repas des témoins à charge contre Durand. Donc, selon les échos que donneront les différents journaux présents, ces 3 jours d'audience montreront une justice caricaturale. Le président, par exemple, se refusera à ce que soit simplement évoquée la question des rapports existant entre la transatlantique et le syndicat animé par Durand. Il était tabou, au cours de ce procès, de parler syndicalisme. Et donc, face au rouleau compresseur de l'accusation, on en dira un mot tout à l'heure, la défense apparaîtra faible, inexpérimentée, notamment animée par René Coty, le jeune avocat de Durand, 28 ans, première fois qu'il plaidait aux assises, qui est apparu taisant, notamment posant aucune question à la barre lorsque le commissaire de police qui faisait son témoignage à décharge pour Durand, et restant manifestement trop confiant sur l'issue du procès. Donc une condamnation à mort, verdict de haine, ce sont les mots de Jaurès, et un scénario incroyable, puisque à peine le verdict de condamnation à mort tombe, que l'ensemble des jurés s'en étonnent, s'en offusquent, et signent une demande collective pour que Durand soit gracié. Ils expliquent qu'ils se sont mépris sur les conséquences de leur vote en accordant les circonstances atténuantes à 3 des condamnés et en les refusant pour Durand. 2 heures de délibéré, le jury relaxe 3 des 7 accusés, les 2 frères Boyer et Adolphe Bozin, et les 4 autres sont condamnés, 3 aux travaux forcés, au bagne,
et un, donc, Durand, le seul, le complice, condamné à mort. C'est la stupeur générale. René Coty est effondré. Jules Durand fait une première crise après avoir clamé son innocence dans le box. Sa compagne s'évanouit et son père, à la gare de Rouen, tentera de se jeter sous un train. Bien entendu, la nouvelle va très vite. C'est la mobilisation générale au Havre et bien plus tard dans toute la France. Je passe rapidement, on en parlera. Solidarité nationale et internationale, à l'initiative bien sûr du syndicat CGT, de la Ligue des droits de l'homme, de la SFIO, des francs-maçons, des anarchistes, toutes les forces vives qui exigent la libération de Durand et dénoncent ce verdict de classe. Au Havre se constitue un comité de défense et les plus grands défenseurs de Durand seront à partir de là Jaurès, bien entendu, rédacteur en chef de l'Humanité, et Paul Meunier, député, radical socialiste et avocat, qui vont essayer de mobiliser tous les Dreyfusards. Malheureusement, tous les Dreyfusards ne suivront pas, mais la Ligue des droits de l'homme en emmènera de nombreux dans son sillon. Les entreprises havraises sont dépassées. Elles étaient très contentes que la justice par l'arrestation de Durand, ait mis fin à la grève au mois de septembre. Là, elles constatent que la grève, qu'une décision de justice, la condamnation à mort, a au contraire entraîné une mobilisation syndicale telle que la grève reprend de plus belle. Il y a plus de 12 000 grévistes au lendemain de la condamnation à mort dans tous les secteurs de l'économie au Havre et dans de nombreux ports, dans de nombreuses villes, des mouvements de grève, des mouvements de solidarité. Je passe vite sur l'échec du pourvoi en cassation déposé par René Coty. La presse a dit qu'après une délibération d'1 quart d'heure, la Cour de cassation a rejeté la demande de Coty, qui avait insisté sur une irrégularité, à savoir que l'avocat de la partie civile avait pu pénétrer pendant les délibérés dans la salle des jurés en présence du président de la Cour d'assises. Et la Cour de cassation n'a pas jugé cet élément suffisant pour casser l'arrêt de condamnation. Alors ensuite, il restait un autre espoir pour les défenseurs de Durand, c'était la grâce partielle, la grâce de Durand, ils espéraient une grâce totale, et une lueur d'espoir de savoir que c'était Armand Fallières qui était président de la République et qui était un abolitionniste convaincu. Et effectivement, sous la pression, Armand Fallières va prononcer une grâce, mais le 31 décembre, on est toujours dans une séquence temps extrêmement courte, mais cette grâce n'est que partielle, puisqu'il prend un décret commuant la peine de mort en 7 ans de réclusion, ce qui signifie le bagne pour Durand, comme Dreyfus avant lui. Donc, fin de l'acte 2, Durand sauve sa tête, certes, mais perd la raison, comme l'a dit Jean-Pierre Castelin, très vite, fin décembre, courant janvier 1911, les premières inquiétudes apparaissent sur l'état mental de Jules Durand. Les premiers rapports de l'administration pénitentiaire parlent de crise de démence et malheureusement, Durand ne sortira plus de cette folie. Et les dernières lettres qu'il écrit, c'est même pas lui qui les écrit, c'est le député Paul Meunier qui prend la plume en allant le voir en prison. Donc le 31 décembre 1910, le deuxième acte de cette tragédie judiciaire qui n'a duré que 5 semaines s'achève. Immense soulagement parce que Durand sauve sa tête grâce à la mobilisation, mais profonde inquiétude sur son état mental. Troisième acte, et j'en ai pour 2 minutes, Paris, acte 3, Paris, de la grâce partielle à la réhabilitation tardive. On a d'abord une contre-enquête menée comme un avocat à l'américaine par l'avocat Paul Meunier, qui de lui-même va au Havre, rencontre les témoins à charge et à décharge, et se rend compte que les témoins à charge ont été complètement instrumentalisés par la Compagnie Générale Transatlantique. Il obtient des rétractations, il obtient des nouveaux témoignages, et ce qui va permettre à la mobilisation de se développer et aux politiques de se rendre compte qu'il y a vraiment un problème qui se double par l'état mental, effectivement, de Durand, ce qui va amener
il a la première grande décision en faveur de Durand, le mardi 14 février 1911, la remise en liberté de Durand. La commission de révision ordonne la remise en liberté au vu de sa santé mentale. Jaurès crie en une de l'Humanité, enfin. Mais au terme de ces 6 mois d'enfer carcéral, Jules Durand ne va connaître qu'une liberté extrêmement provisoire, puisqu'il ne sera parmi les siens que pour 6 semaines. Il va ensuite donner manifestement des signes de démence. Il va égorger notamment ses pigeons qu'il élevait à son domicile. Il ne reconnaîtra même pas sa petite fille qui vient de naître et il sera interné, définitivement, j'allais dire interné, puisque du Havre, il va aller à l'asile de Sotteville-lès-Rouen. Il ira faire un séjour pour des expertises à Sainte-Anne et il mourra en 1926 à Sotteville-lès-Rouen, comme on l'a dit. Ce qui est important de noter, c'est qu'en 1912, la Cour de cassation, sur la contre-enquête menée par Paul Meunier et par des magistrats de la Cour de cassation, va casser l'arrêt de condamnation à mort, mais va s'arrêter en chemin, malheureusement. C'est d'ailleurs dénoncé par la presse et par Jaurès, va s'arrêter en chemin en indiquant on casse l'arrêt, mais vu l'état mental de Durand, on ne peut pas renvoyer ce que fait d'habitude la Cour de cassation vers une autre cour d'assises. On casse sans renvoi dans l'attente de l'amélioration de l'état de santé de Durand qui ne s'améliorera jamais. Et nous sommes donc dans une impasse judiciaire, comme l'a rappelé Jean-Paul Jean. Impasse judiciaire, c'est Paul Meunier qui va, avec le député Siegfried, ils ne sont pas du même bord politique, mais il va y avoir une sorte d'union sacrée en faveur de Durand. Et c'est finalement au législateur qu'on va devoir vers le législateur qu'on va devoir se tourner pour sortir de cette impasse judiciaire et pour pendant la Première Guerre mondiale, on ne sait pas comment, dans quel état était l'Assemblée nationale de l'époque, mais on vote une loi, la loi Siegfried, pour modifier un article pour que la Cour de cassation puisse enfin juger au fond un homme condamné mais devenu fou, devenu dément suite à sa condamnation en première instance, si je puis dire. Donc le législateur au secours de la justice. Et enfin, dernier mot pour la Cour de cassation, 18 juin 1918, comme on l'a rappelé. Je voudrais dire en conclusion que Jules Durand a été victime d'une triple peine. C'est une erreur judiciaire d'abord aux conséquences fatales pour la victime condamnée à mort puisqu'il est devenu fou. C'est une erreur judiciaire qui n'a jamais vraiment été réparée. On a dit l'indemnisation auquel il a bénéficié a été quasi ridicule. D'autre part, ce qui aggrave le parfum de justice de classe, c'est le fait que jamais la justice n'a poursuivi les auteurs des faux témoignages et de la machination patronale dont il a été l'objet. Alors, très tôt, on a parlé de crime judiciaire. Je ne vous cache pas que pour un magistrat, cette expression est compliquée. Crime judiciaire, c'est même une expression qui va à l'encontre de notre mission, notre métier, notre serment de magistrat. Mais j'aime beaucoup la distinction que fait Denis Salas dans son bouquin sur les erreurs judiciaires, où il parle de 2 types d'erreurs judiciaires. Les erreurs judiciaires liberticides, celles qui frappent l'innocent à tort, et les erreurs judiciaires d'impunité, celles qui épargnent ou protègent le coupable. Dans l'affaire Durand, on a une erreur liberticide qui frappe à tort le syndicaliste, et on a une erreur d'impunité qui oublie de condamner et de poursuivre les auteurs de la machination. Et quand on a une erreur judiciaire liberticide et une erreur judiciaire d'impunité, à ce moment-là, à mon avis, on a la définition du crime judiciaire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très, très complète. Je donne tout de suite la parole et ça sera après chaque intervention donc, à M. Philippe Lebourg, donc syndicaliste CGT, qui est vice-président du Conseil des prud'hommes du Havre et qui va donner à chaque fois lecture d'une lettre de Jules Durand. Allez-y. Merci. Maison d'arrêt du Havre, le 15 septembre 1910.
Incarcéré depuis 4 jours, Jules Durand écrit à ses parents. Mes très chers parents, j'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Quant à moi, ma santé est bonne. J'ai été appelé à l'instruction hier et je me suis trouvé avec maître René Coty, mon avocat. J'ai donné toutes les explications nécessaires qui ne sont que la réalité et qui démontreront, j'en suis certain, mon innocence. Tenez-vous à la disposition de mon avocat pour tout ce qu'il pourrait vous demander. J'espère qu'avec son aide, je pourrai vous revoir bientôt et vous serrer dans mes bras pour vous embrasser comme je le fais en ce moment. Jules. Merci. Vous avez parlé de René Coty. Nous avons la chance d'avoir